Merci en tout cas d'être venu. C'est la première conférence donc aujourd'hui. Je vous rappelle le titre, donc une nouvelle manière de consommer et une nouvelle manière de transporter. Le thème de cette conférence donc, se résume dans le titre. Avant donc l'arrivée même de l'arrivée de l'e-commerce, la filière du véhicule industriel et du transport routier et bien sûr logistique a dû faire preuve d'imagination pour, on va dire, revoir non seulement les véhicules, également leur mode de transport et également la gestion des marchandises avec en face des restrictions de plus en plus grandes des utilisateurs et également des poids lourds, notamment en centre-ville. On en parlera dans quelques minutes. Alors pour nous en parler ce matin, donc les différents intervenants, donc je les remercie tout d'abord. Taku Kamoshida, qui est chef de projet chez Renault. Philippe Gage, directeur de programme des systèmes de transport et intelligence chez Cara. Séverine Michaud, présidente FNTR Auvergne-Rhône-Alpes et transporteur également, on en parlera. Fabrice Gachon, commission transport et léger et courses à l'OTRE. Et Éric Bernard, président Le Monde du transport unique et bien sûr transporteur aussi. Alors je vais commencer par Taku. Le titre, on va le rappeler, donc une nouvelle manière de consommer, également une nouvelle manière de transporter. On va voir les évolutions de ces derniers mois, on va dire, notamment par rapport donc, au contexte Covid. Alors Taku, chez Renault, vous avez la lourde mission, on va dire, d'anticiper, donc de voir un petit peu l'évolution du transport en amont, on va dire de capter les nouvelles technologies aussi dans ce secteur du transport. Effectivement. Donc, Taku Kamoshita, je travaille dans l'équipe stratégie de la division véhicules utilitaires chez Renault. Donc, effectivement, nous essayons d'être sensibles aux nouvelles tendances, qui peuvent avoir des impacts sur nos futurs véhicules. Mais sachez aussi que ce ne sont pas forcément des tendances très récentes, ce sont des tendances qu'on connaît depuis un certain temps. Nous avons des... Aujourd'hui, on réfléchit entre je clique pour me faire livrer ou je vais aller chercher moi-même, je me déplace, comme je faisais avant, je me déplace pour aller chercher la nourriture, les marchandises chez le commerçant. En fait, cette problématique, elle est aussi connue dans le domaine de picking dans les entrepôts. C'est ce qu'on appelle le man to goods ou le goods to man. De quel côté on doit se déplacer pour être à l'optimum quand on regarde l'ensemble. Et c'est même une question assez ancienne, même les néolithiques se posaient ce genre de questions, et c'est du sédentarisme, etc. Donc, juste pour vous dire, donc, les vraies tendances qui nous impactent aujourd'hui, c'est d'une part l'urbanisation et d'autre part la digitalisation. Alors, pourquoi l'urbanisation? L'urbanisation, ça veut dire qu'il y a une concentration de consommation à un lieu donné, et ça veut dire que quand il y a cette concentration, il y a une économie de marché. Donc les prix baissent, donc les consommateurs sont intéressés. Or, ce lieu de concentration de consommation n'a plus besoin d'être un lieu physique, ça peut être un lieu virtuel. Et là, la grande différence entre les deux, c'est que si ça se passe dans un lieu virtuel, il y a une espèce de décorrélation entre la transaction financière, donc le passage de commande et le paiement, et le flux physique des marchandises. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend l'image d'un triangle, avant, il y avait un passage obligatoire d'une place de marché, par exemple, ou d'un supermarché. Donc les marchandises faisaient, si on prend l'image d'un triangle, ils faisaient les deux côtés du triangle. Alors que dans la transaction virtuelle, c'est juste un côté du triangle. Donc en quelque sorte, on a rationalisé le mouvement de marchandises. Donc c'est intéressant. Et ça se traduit aussi, ça nous impacte aussi en tant que constructeur de véhicules en termes de distance qu'on doit faire avec le véhicule ou le volume de chargement qu'on doit fournir. Donc tout ça, on essaie de travailler avec ce qu'on appelle une stratégie case, un certain nombre de domaines d'innovation pour essayer de solutionner toutes ces problématiques. Expliquez-nous, donc case, ça veut dire quoi? Parce que alors, case, c'est donc, 3 lettres, enfin 4 lettres, et en fait, ça veut tout donc, se résume également dans le c'est titre. un acronyme pour dire le C, c'est connected, le A, c'est autonomous, voiture autonome, le S, service, et le E, énergie. Donc, connected, on met beaucoup de choses derrière, mais en fait, c'est tout ce qui est télématique, la remontée de données et les data services aussi. Autonomous, on n'est pas en train de faire des Tesla de véhicules utilitaires, mais donc il y a des applications qui sont spécifiques aux véhicules utilitaires.
Le S, c'est pour dire service, on fait déjà du service après-vente, mais on essaye véritablement d'être dans l'accompagnement des clients pour aider les clients à vivre la transition numérique, la transition énergétique. Donc la transition énergétique, ça nous mène au dernier E, qui est donc nouvelle énergie. Bien sûr, c'est l'électrique, mais aussi on travaille sur l'hydrogène. Donc vous avez le stand de Hyvia, qui est la joint venture qu'on a fait entre Renault et Plug Power, pour proposer des solutions hydrogène. Donc tout ça, on a matérialisé dans un concept car qui s'appelle EasyPro, qu'on a montré aussi à Solutrans il y a quelques années. On a besoin de faire ce genre d'exercice parce qu'on a envie d'avoir la réaction des gens sur les nouvelles technologies. Et ce à quoi on s'est rendu compte, c'est que le plus important, c'est de pouvoir être prêt à des besoins futurs qui ne sont même pas avérés. Donc c'est un petit peu philosophique, mais il faut que nos véhicules puissent absorber les nouvelles technologies qui vont arriver avec au fur et à un mesure. temps d'avance. Voilà. Alors, on va parler également de construire un nouveau schéma logistique. Je voudrais que vous reveniez, parce que vous en avez parlé en introduction, une chose très intéressante. On parlait avant de man to goods, donc les hommes qui allaient vers les marchandises, Oui. et maintenant c'est le good to man, c'est-à-dire que les marchandises vont vers l'homme. Oui. Alors, Ce qui change le schéma logistique aussi. les véhicules utilitaires légers sont par définition des véhicules légers, donc qui rentrent dans les villes, dans les centres-villes. Si on distingue un petit peu la logistique d'approvisionnement, donc plus fait par des camions, qui est plus gérée par une logique économique, c'est-à-dire c'est l'économie d'échelle, c'est la massification. La logistique de dernier kilomètre est quand même un peu plus compliquée parce qu'il s'agit de trouver un équilibre subtil entre les intérêts un petit peu antagonistes entre les différents stakeholders, les habitants, les riverains qui ont envie de retrouver l'espace, qui ont envie de retrouver l'air propre, les travailleurs qui se rendent dans les centres-villes, qui ont besoin d'y accéder de façon décente, ils n'ont pas envie de passer 1 heure, 1h30 dans les commutings. Il y a aussi le besoin de retrouver la qualité de vie, donc les commerçants, les restaurants qui sont approvisionnés de manière adéquate. On a vu pendant le Covid que l'autonomie alimentaire, d'une ville, c'est 2-3 jours hein, maximum. Et puis les autorités qui ont besoin qui sont plus soucieuses de la pollution, de congestion, etc. Donc tout ça, ça nous a mené à réfléchir en disant on veut minimiser la présence des véhicules utilitaires dans les villes. Minimiser, ça veut dire quoi? C'est le moins de footprint possible, donc le moins d'emprise au sol, et aussi le moins de temps, c'est-à-dire on veut faire des véhicules qui sont tellement optimisés que ça fait gagner du temps aux opérateurs, à nos clients. Donc voilà les idées sur lesquelles on travaille, donc à la fois sur le produit et il y a aussi une autre dimension qui est un travail écosystème, puisque le nouveau schéma logistique, ça sera forcément un travail avec plusieurs acteurs et c'est ce qu'on essaie de faire à travers la participation à des consortiums de type CARA, donc présenté par notre ami Philippe Gache. Donc Renault a rejoint le consortium CARA récemment. On va en parler dans un instant. Ouais. Est-ce que chaque pays a ses spécificités ou alors la France oui, alors, il n'y a pas un seul schéma de logistique urbaine idéal. Hein. Donc, en fonction même à l'intérieur d'un pays, en fonction des villes, en fonction de l'histoire de la ville, en fonction de l'urbanisme, on n'a pas le même schéma. La façon de consommer, les cultures également. Exactement. Donc ça, c'est aussi un autre problématique. Et c'est ce qu'on peut aussi regarder. Par exemple, nous avons proposé, il y a un stand qu'on a proposé juste à côté, où on a exposé des boîtes qui sont posés sur des véhicules. C'est le concept, et le concept de modulo box. En fait, l'idée, c'est que nous avons fabriqué des boîtes qui sont fixées avec des solutions innovantes qu'on appelle Quick Lock. Donc, on peut, comme son nom l'indique, on peut venir fixer les boîtes en un temps assez rapide. Donc, vous avez un film qui tourne qui montre qu'en 2 minutes, on peut fixer les 2 boîtes sur un master. Et puis aussi, on a exposé un EasyFlex qui est un démonstrateur. L'idée, c'est qu'on a proposé une solution à la fois dynamique et statique. Une solution dynamique parce que les boîtes peuvent voyager sur différents châssis, donc différents véhicules. Ça peut être des camions, ça peut être des véhicules beaucoup plus petits. Et puis statique dans le sens où la boîte peut devenir un lieu de stockage. La boîte peut être déposée pour devenir un hub urbain ou la boîte peut être un outil de stockage chez le client. Et on a adressé en fait à travers ce démonstrateur 4 grandes thématiques. Le premier, c'est l'intermodalité, la multimodalité. Quelle est la multimodalité qui a du sens pour la logistique urbaine? Est-ce que c'est entre un camion et un fourgon? Ou est-ce que c'est entre un fourgon et une fourgonnette? Ou alors un cargo bike? Donc finalement, on pose la question,
qu'est-ce qui peut être contributeur pour un schéma logistique innovant et efficace? La deuxième question qu'on s'est posée, c'est la manutention. Donc là, on a fait une manutention avec un car à fourche. Est-ce que c'est ça qu'il faut? Est-ce que c'est d'autres choses? C'est quoi le temps de manutention idéal? La troisième question, qui est une question très importante, c'est la question de standardisation. C'est quoi le standard des boîtes en termes de dimension, en termes des prestations qu'on veut faire porter sur les boîtes? Et puis la quatrième question, c'est on propose une dissociation entre la superstructure et la base roulante. Est-ce que ça ouvre à des nouveaux business? Et finalement, en mettant tout ça, est-ce qu'on peut construire un petit peu à la carte le schéma logistique idéal en fonction des pays ou en fonction des villes? Voilà. Donc c'est un stand qui est juste à côté. Alors quand on regarde le module box, je pense, donc on invite tout le monde à aller le voir. On voit en fait l'évolution est plus dans le contenu en fait du véhicule. Le véhicule reste en fait avec le châssis. Il n'y a pas beaucoup d'évolution au point de vue mécanique, on va dire. Là, on a proposé sur des châssis. Il y a toujours 4 roues, c'est ce que je voulais dire. Oui, alors, effectivement, c'est là où on peut intégrer des schémas où on a une utilisation plutôt statique des boîtes et qui peuvent même aller sur des véhicules plus légers. En tout cas, donc, ce concept de modular box, pour les connaisseurs, ça rejoint un peu l'idée de l'Internet physique. C'est-à-dire, c'est une solution d'optimisation de flux logistiques, mais à un avenir assez lointain, mais qu'on a fait avec des moyens disponibles aujourd'hui et de façon très modeste. Donc, je voudrais inviter en fait tous les gens qui travaillent, soit vous êtes chargeur, soit vous êtes dans le transport, voilà, à venir échanger avec nous, parce que c'est toujours intéressant de partager un peu le savoir, le savoir-faire. Et puis, on peut faire du co-innovation, de co-création, du partenariat potentiel. Alors, à quoi vont ressembler justement les véhicules de demain? Cara s'y intéresse. Cara, je rappelle, un cluster donc, qui est installé à Lyon, dédié à la mobilité. Alors, Philippe Gache, justement, vous intéressez aux véhicules de demain. Alors, on va y venir en 3 volets. Il y a la partie autonome, la partie logistique également, plus, on va dire, autoroute, avec le platooning dans un instant. On peut commencer par la partie, on va dire, circuit privé, fermé, c'est-à-dire que ce n'est pas sur les routes. Donc vous vous intéressez à ces véhicules-là également? Oui, alors bonjour. Ce que je vais essayer de donner, c'est quelques éléments de contexte sur le véhicule autonome en France. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, la France est un pays qui est plutôt en avance sur le véhicule autonome. La France est dotée d'une stratégie de la mobilité routière automatisée. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot-là? Il y a une approche surtout, d'abord sécurité. Le volet, c'est vraiment les véhicules autonomes, ils seront acceptés et ils seront autorisés à circuler sur route ouverte le jour où on sera sûr que la sécurité est au bon niveau. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est progressivité. Ça va arriver progressivement par cas d'usage du plus simple au plus compliqué. Donc ça va prendre des années et le véhicule autonome, ça existe déjà et à la fois, c'est futuriste sur les cas d'usage les plus compliqués. Donc l'approche, elle a vraiment été d'identifier les bons cas d'usage et sur 3 volets. Donc il y a un volet véhicule particulier, dont je ne parlerai pas, un volet transport de personnes qui est piloté par la RATP, dont je ne parlerai pas non plus, puis il y a un volet qui s'appelle TBLA. Alors TBLA, ça veut dire transport de biens et logistique automatisé. Et ce volet-là s'intéresse vraiment comment faire arriver les véhicules autonomes pour le transport de marchandises. Alors la démarche, elle a été d'identifier les cas d'usage, quels sont les besoins, quels sont les modèles économiques qui sont pertinents sur ces cas d'usage-là. Ensuite, on a regardé les compétences et les formations. Donc ça, c'est un groupe de travail qu'on copilote avec la FNTR au niveau national. Et le dernier volet des travaux sont sur la sécurité. Donc il y a un groupe de travail qui est validation de la sécurité des véhicules autonomes qui va s'assurer que tous les éléments qui vont être mis sur la route dans un cadre expérimental encadré. On a aujourd'hui une réglementation en France qui permet de faire rouler en expérimentation des véhicules sur route ouverte, autonomes. Et le premier véhicule, on en parlera tout à l'heure, il a eu sa carte grise, je crois, au mois de septembre. C'est une carte grise de véhicules autonomes, de robots autonomes qui va circuler, on en parlera un peu plus tard, à Montpellier. Donc pour revenir sur les cas d'usage, il y a 3 grandes familles. Il y a la famille route et autoroute, donc c'est le camion du futur qui va rouler tout seul sur une autoroute ou sur une route. Donc c'est pas pour demain matin, mais ça arrive, il y a des travaux qui sont faits. Après-demain, après-demain. Alors le après-demain, on ne va pas le situer dans le temps, mais ça va arriver. Et après, il y a 2 volets qui sont, eux, un peu plus matures. Il y a ce qu'on appelle les work zones, désolé pour l'anglicisme, donc les zones privées, qui vont permettre de transporter, par exemple, du minerai dans des carrières,
En circuit fermé. C'est un circuit fermé, voilà, sur des sites totalement privés. Et puis manipuler des contenants sur des zones logistiques privées. Je citerai les entrepôts de la Poste, par exemple, mais aussi d'autres logisticiens connus. Je vais en citer qu'un, parce que sinon je vais en oublier, ça n'ira pas. Et puis voilà, donc ça c'est des technologies qui sont plutôt en phase de déploiement, sachant qu'en plus la responsabilité, comme ce n'est pas des routes ouvertes, on peut au cas par cas voilà, prendre la responsabilité de faire tourner ces véhicules-là. Et le dernier volet, c'est la logistique urbaine, donc principalement du dernier kilomètre. On y reviendra tout à l'heure. Le terme automatisé pour un camion, enfin véhicule industriel, est plus approprié, hein, c'est ça qu'autonome, hein, c'est ce que vous disiez. Oui, c'est plus automatisé qu'autonome, parce qu'autonome, ça veut tout et rien dire. Alors autonome, il faudrait qu'il soit autonome pour décider ce qu'il fait, il faudrait qu'il soit autonome pour décider quelle marchandise il va transporter, etc. Donc on préfère automatiser, ça veut dire que la conduite est automatisée. Pour être exact, c'est à conduite automatisée. A déjà débuté à bord des camions et des utilitaires également. Oui, ça commence. Il y a des projets européens qui travaillent là-dessus. Alors parlons concrètement donc, du projet justement Caretta qui a démarré donc, à Montpellier. Vous pouvez l'expliquer, c'est un robot donc, qui va faire des livraisons. On parle du dernier mètre, non plus du dernier kilomètre, mais dernier mètre concernant notamment les livraisons. Tout à fait. Alors cette expérimentation est dans un cadre national, donc c'est un consortium national qui s'appelle SAM, dans lequel il y a 13 experts, et il y en a une qui est sur le fret, donc elle se situe à Montpellier. Les partenaires, c'est La Poste et Steph qui vont opérer ces véhicules-là sur la métropole de Montpellier. Et l'objectif sur 3 ans, c'est de valider les briques techno au départ, de manière à s'assurer de la sécurité. C'est la première phase qui a commencé le 17 septembre, et l'inauguration a eu le 17 septembre dernier, qui va durer jusqu'en 2022. Derrière, on va valider à vide les opérations du robot pour voir si les contraintes horaires, etc., ça peut fonctionner sur des sites, ouverts, hein, parce que c'est dans la circulation, hein, c'est sur des zones ouvertes au public, c'est en ville, dans le centre-ville de Montpellier. Et la dernière phase qui aura lieu en 2023, c'est en vraie opération, c'est-à-dire que le robot va livrer des colis et des produits frais pour Steph et pour La Poste, dans le centre-ville de Montpellier. Donc ça, c'est de la réalité. Voilà. Et tout ça, c'est encadré par une réglementation sur laquelle on travaille. Et là, il y a un travail qui est fait entre les services de l'État et France Véhicules Autonomes, donc, qui représente la filière, pour faire arriver les réglementations au bon moment, au bon niveau, justement pour arriver notamment à sortir l'opérateur du véhicule. Donc l'idée, c'est de pouvoir, sur 2022 et 2023, faire rouler le robot avec d'abord un opérateur qui va le suivre, qui va opérer, et puis à terme, si la sécurité est validée, de pouvoir laisser le robot en autonomie aller vers l'opérateur. Ça se passe les premières semaines, on va dire, non plus d'expérimentation, mais de concrétisation. Alors, comment ça se passe? Alors aujourd'hui, ça se passe bien. Voilà. Donc la société Twinswheel, qui est une société qui est basée à côté de Lyon et puis à Cahors, hein, elle a deux sites, a pas mal d'expérience, puisqu'ils font rouler des robots déjà sur des sites privés, hein, comme les usines Renault, Siemens, la SNCF, etc. Donc ils ont déjà emmagasiné du savoir-faire. Et là, les premiers tours de roue à Montpellier sont plutôt prometteurs, puisque le robot est en train de mapper son environnement et de montrer qu'il est capable d'évoluer dans cet environnement urbain, en faisant attention aux piétons, en reconnaissant l'environnement dans lequel il a roulé en toute sécurité. Séverine Michaud, vous avez la double casquette, vous êtes donc présidente FNTR Auvergne-Rhône-Alpes et vous êtes avant tout transporteur, donc présidente du groupe Transport Michaud. On va en parler dans un instant. Comment vous voyez-vous ces expérimentations, enfin même concrétisation dans l'urbain? Vous, le côté adaptation, vous le connaissez déjà dans le transport, puisque vous faites du multimodal déjà depuis de nombreuses années? Alors déjà, la profession sait s'adapter depuis de nombreuses années. Hein. Donc on est prêt, nous, alors au niveau transporteur, on est tous prêts à la transition énergétique, à l'adaptation. On attend effectivement les technologies pour. Quant à mon côté, ma casquette transporteur, oui, nous, sur le multimodal, on fait déjà venir donc du vrac depuis 1980. Par barge. Alors, c'est des cargos maritimes qui arrivent sur Fos-sur-Mer, qui sont transbordés dans des barges. Et ensuite, on a des convois de barges qui remontent chez nous. Et le dernier kilomètre est assuré par la route, effectivement, par nos camions. Et à l'heure actuelle, par des camions qui fonctionnent avec du Bessan, du colza, voilà, 100%. Donc la transition énergétique, vous la connaissez déjà depuis quelques années, on va dire. Chez nous, oui. Avec le camion qui reste toujours présent, on est d'accord?
Le camion reste présent. Alors nous, on est pour mon activité transporteur sur du produit vrac et voilà, qui va vers des usines sur des gros volumes. Donc on va rester sur du camion à aujourd'hui avec une transition énergétique en place. On parlera des ZFE dans un instant pour la partie urbaine, puisque c'est le thème notamment de cette conférence. Vous pensez-vous qu'en tant que transporteur, enfin vous le faites déjà, mais c'est s'adapter, mais également de repenser la logistique, on va dire, du point de vue urbain, mais régional surtout? La logistique, de fait, on va l'adapter au niveau régional, au niveau urbain. On est en train de réfléchir justement à transposer certainement des flux sur le fluvial, en dehors peut-être des grosses cargaisons vrac, peut-être passer sur des marchandises conditionnées, puisque sur Lyon, on a la chance d'avoir des fleuves. Donc on peut transporter de la logistique sur ces fleuves, effectivement, et ça va demander justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur des nouveaux modes de transport, comment on va pouvoir adapter tout ça à partir de plateformes multimodales. Et on en a une dans le centre de Lyon, là où on est situé, sur le port Édouard Herriot. Alors les marchandises arrivent en ville, on va en parler. Les ZFE, c'est pas un petit peu justement l'élément perturbateur, on va dire, dans le transport routier, justement dans cette réadaptation? Ça, c'est un sujet un petit peu... Avec votre casquette de président. Donc là, je vais prendre ma casquette de FNTR. Les ZFE, effectivement, il faut qu'on repense la logistique urbaine. Ça, on est tous convaincus, nous les transporteurs, les premiers. La seule chose, c'est que les calendriers aujourd'hui qui nous sont imposés par les ZFE ne sont pas franchement réalistes, puisqu'aujourd'hui, on est tous sur Solutrans à chercher des solutions. Donc voilà, on demande à nos constructeurs d'aller très très vite dans la transition énergétique, puisqu'en fait, on va nous interdire les véhicules dans les villes alors qu'on n'a pas vraiment de solution de substitution au catalogue en production de masse qui puisse répondre aux demandes. Donc oui, on se fait du souci à savoir comment on va livrer en ville, notamment dans le centre de Lyon. Avec la grande problématique également des critères, enfin des vignettes et du B100 qui est toujours en critère 2, c'est ça? Oui. C'est ça. Alors moi, j'ai effectivement des véhicules qui tournent au B100, des véhicules, je vais avoir des véhicules qui vont arriver bloqués B100. Et on aimerait beaucoup avoir la vignette critère 1 pour rentrer dans les ZFE, sachant que c'est l'agriculture, c'est 100% colza, c'est comestible. Et donc, on a un peu de mal à comprendre pourquoi c'est bloqué en ce moment. Mais on sait que de toute façon, Renault et d'autres font du lobbying pour essayer de passer ces vignettes critère 1, puisqu'en fait, aujourd'hui, ça peut être une solution d'avenir et surtout qu'on peut y passer relativement facilement et démarrer une transition énergétique en attendant que d'autres solutions nous soient proposées au catalogue et encore une fois en production de masse. Fabrice Gachon, donc, vous avez également la double casquette. Donc, vous faites partie de la commission transport léger et course à l'OTRE, donc l'autre fédération, transporteur routier. Et vous êtes également dirigeant d'une entreprise justement en messagerie, donc, dans l'urbain, donc Europa Course. Justement, on parlait tout à l'heure de l'e-commerce. Il y a eu un gros changement par rapport à l'urbain dans le contexte Covid en tout cas. Alors, je dirais que le contexte a été accéléré par le Covid, puisque le consommateur avait déjà l'habitude d'acheter sur Internet. Mais ça progressait doucement. Le Covid a été une rupture avec une forte accélération des achats sur Internet. Et on s'est bien rendu compte que pendant les mois, surtout le mois de mars, à partir du mois de mars 2020, où on était complètement confinés, là, il y a eu une explosion des commandes, et tout type de commandes. C'était plus non seulement le DVD ou le livre, mais de la nourriture, des meubles. Tout, quoi. Tout. Tout ce dont on avait besoin, on ne pouvait plus sortir. Et le plus rapidement possible, c'est ce que vous me Toujours. disiez en ça, le préparant consommateur, par contre, a gardé cette exigence-là. Il veut être servi dès qu'il a cliqué sur son ordinateur. Avec bien sûr des répercussions sur la chaîne logistique. Oui, tout à fait. Et il faut pouvoir préparer le plus rapidement, transporter à travers toute la France ou l'Europe le plus rapidement possible, et ensuite faire le dernier kilomètre le plus rapidement possible avec un maximum de traçabilité. Et en termes d'organisation, vous avez réorganisé notamment vos équipes, votre mode de transport?
Ça a été juste une optimisation, une densification. Avec plus de colis à transporter sur les derniers kilomètres, et ben voilà, on a augmenté le nombre de rotations, on a augmenté le nombre de colis ou de points de livraison par camion, par livreur. Vous me disiez, c'est ça, les marchandises ont changé, la nature des marchandises. Vous livrez beaucoup plus de gros mobilier, même en urbain, c'est ça? En messagerie. Ouais, en messagerie. Vous pouvez donner quelques exemples? Canapé, frigo, micro-ondes, cuisine. Avant, c'était simple, hein, on achetait des petits objets, hein, comme je disais, des livres ou des CD. C'était facile, hein, vous mettez dans une enveloppe et hop, ça part. Sauf qu'aujourd'hui, on veut tout consommer. Bon, les habits, on le sait, les chaussures, mais bien sûr, la nourriture, l'électroménager, les biens mobiliers. Et on sait qu'avec cette période Covid, les gens étant restés de nombreux mois chez eux, ils ont voulu refaire la déco et ils ont énormément consommé de biens mobiliers. Avec des contraintes sociales, on en parlait, des contraintes également environnementales avec les ZFE. Tout à fait. Les ZFE sont un peu contradictoires parce que dans leur esprit, ils veulent plus de véhicules à l'intérieur des centres-villes, plus de gros véhicules. Ils veulent libérer l'espace. Sauf que le consommateur, lui, il veut de plus en plus consommer. Il veut de plus en plus être livré. Donc comment est-ce qu'on fait pour transporter de plus en plus de choses avec de moins en moins de véhicules? Ça, il faudra se poser la question de comment est-ce qu'on fait. Il est difficile, si on veut vraiment optimiser, de tout livrer avec des petits véhicules. Voilà. Donc nous, avec la commission transport léger de l'OTRE, on porte un dossier qui est pour essayer de massifier les livraisons, d'augmenter le PTAC des véhicules utilitaires, de les passer de 3,5 tonnes à 4,5 tonnes. Ça pour effet, parce que bon, les nouvelles technologies, que ce soit le gaz ou l'électrique, font que les véhicules sont de plus en plus lourds. Et quoi, c'est gagner plus de charge utile, c'est ça? Et c'est pour essayer de regagner de la charge utile. À partir du moment où on aura plus de charge utile, on pourra transporter avec un même véhicule, une même emprise au sol, plus de colis. Et donc, on pourra essayer de répondre aux exigences des ZFE qui sont de réduire ce nombre de véhicules dans les centres-villes. Et ça avance ou... Ça avance. On essaye de travailler donc avec différents corps de métier, parce que c'est ce qu'on veut le faire, on veut le porter pour les professionnels, pas que ce ne soit pas accessible avec tous les particuliers. Notre exigence, elle est claire, c'est que ce soit pour les professionnels et sans changer de permis. Parce qu'après, ça serait simple, hein, il suffirait de prendre un petit poids lourd. Mais là, pour répondre rapidement aux besoins de changement, c'est de garder le même permis B, avec une formation adaptée, mais pouvoir conduire un véhicule qui ait une charge utile plus importante et donc un PTAC de 4,5 tonnes. Au sein de votre entreprise, vous avez des véhicules, je suppose, propres, c'est ça? Électriques? Oui, des véhicules électriques. J'ose dire que depuis des années, c'était une politique du tout diesel, hein, que ce soit... de par la législation, on développait que du diesel, même sur de l'utilitaire, on avait très peu d'offres en essence. Vous aviez pour citer votre marque, quelques Kangoo en essence, et puis après l'offre était diesel uniquement. Quand vous faites du centre-ville, quand vous faites très peu de kilomètres, le diesel n'était pas forcément la meilleure technologie. Bon. Après se développe l'électrique, et là forcément c'est très très adapté au centre-ville, des faibles kilométrages. Moi j'ai les tournées de centre-ville, hein, ils font 35 km par jour et ils livrent 100-120 clients. Donc c'est extrêmement dense, c'est ce qu'on pourrait appeler comme des tournées de facteurs, hein, c'est du porte-à-porte. Les centres urbains sont très très denses. On livre beaucoup sur très très peu de kilomètres. Mais avec des contraintes quand même pour les recharges, c'est une réorganisation du transport? Oui, il faut bien sûr adapter. Un véhicule électrique aujourd'hui ne peut pas faire deux choses. C'est-à-dire qu'avant, souvent, un utilitaire diesel pouvait rouler la nuit pour faire des grands axes pour aller chercher des colis dans d'autres villes et la journée tourner sur la distribution urbaine. Là, l'électrique, c'est pas la peine, hein. Vous le rechargez la nuit et vous le faites tourner en journée sur un faible kilométrage. Éric Bernard, vous êtes président de l'association Le Monde du Transport Réuni, présent d'ailleurs à Soutrans, il faut le préciser, et vous êtes également chef d'entreprise. Vous avez 3 entreprises de transport à Lyon, dans la région. Oui, c'est ça? Tout à fait. Alors la différence de mes deux confrères, c'est
on n'est pas exactement dans le dernier kilomètre, on est plutôt dans l'acheminement longue distance entre les plateformes avant, effectivement, en amont de la distribution dernier kilomètre. Alors, parlons du contexte Covid, on en parlait il y a un instant, de l'e-commerce. Ça a boosté l'activité du secteur ? Clairement, aujourd'hui, alors c'est bien le thème de la conférence, effectivement, nouvelle façon de consommer, nouvelle façon de transporter. On a totalement changé, où les consommateurs ont totalement changé. On était à la maison, on ne pouvait plus se déplacer, on travaillait même à la maison. Donc il fallait tout faire, hein. On transportait des frigos, mais on transportait aussi des PC parce qu'il fallait se mettre en ordre de travail malgré tout à distance. Donc oui, le e-commerce et surtout le e-commerce a effectivement boosté les volumes. Comment ça s'est passé au sein de vos entreprises justement ? Clairement, aujourd'hui, la longue distance, on s'est trouvé à devoir positionner autant de camions qu'avant parce que les volumes augmentaient. Alors on parle effectivement d'urbanisation, mais à un moment donné, dans tous les cas de figure, les volumes augmentent. Il faudra toujours positionner plus de moyens pour l'assurer. Si on diminue la capacité de transport, on aura cette problématique de quantité de moyens à mettre en place. Avec un souci, alors quand on préparait la conférence, vous me disiez donc on ne change pas de matériel du jour au lendemain, il faut être inventif, réinventif, en tout cas concernant ça a été la démonstration, comme disait Séverine, ça a été la démonstration pendant Covid. Les transporteurs ont fait preuve d'inventivité pour tout mettre en place le plus rapidement possible, s'adapter. On a effectivement, et on participe activement, et le transport en règle générale le fait depuis de longues dates, hein, puisque quand on parle d'environnement, on parle de voitures Euro 6, etc. Nous, depuis 2 ans, pour les voitures, les transporteurs en parlent depuis au moins 9 ans. Donc effectivement, aujourd'hui, le transport, c'est l'antichambre de tout ce qui est progression autour de l'environnement. On s'adapte sur cette chose-là. On a ce souci d'immédiateté à régler. Malgré tout, on parle d'autonomie, de véhicules automatisés. Malgré tout, à un moment donné, ces volumes-là sont à transporter maintenant. Et donc, c'est là que participe avec les différents adhérents transporteurs, LMTR, le monde du transport réuni. Il est important de mettre en avant et de valoriser l'image qu'a la profession, de bien faire le travail et s'adapter au quotidien maintenant. Parce que automatiser les véhicules, c'est effectivement un objectif à court, moyen et long terme. Mais aujourd'hui, il faut des ressources, véhicules et conducteurs pour assurer correctement les livraisons. Les aides aussi financières, on est bien d'accord. Tout à fait. On parle beaucoup de massification depuis très longtemps dans le transport. Ça a été d'autant vrai avec le contexte Covid dont vous parliez à l'instant ? Oui, alors effectivement, la consommation, alors on a parlé d'urbanisation, mais il y a eu aussi des changements de consommation avec des gens qui se sont déplacés dans les campagnes pour télétravailler. Donc effectivement, il a fallu déplacer les volumes, non plus seulement dans les villes, mais dans les campagnes pour le faire. Donc non, il y a eu une autre façon de transporter, aussi en longue distance, pour adapter des lieux de consommation. Alors on parle beaucoup actuellement, notamment dans le transport routier, même beaucoup de la pénurie de conducteurs routiers. Qui dit nouveaux véhicules également, ce sont du personnel plus qualifié, notamment conducteurs ? Ça viendra. Aujourd'hui, on parle d'automatiser, mais il faudra de toute façon un manager de ces moyens. Alors, je dis un manager parce que je pense que le nom de nos conducteurs changera à un moment donné, parce qu'il y aura plus de complexité ou plus de compétences encore, et la nécessité de les mettre en avant dès maintenant pour éviter qu'on se retrouve à ne pas être en mesure de mettre en place tous ces moyens qui sont liés au respect de l'environnement. Et qu'est-ce que vous pensez, on parlait du camion autonome automatisé, c'est également une requalification du métier de conducteur. On parle aussi donc, de camions automatisés, c'est un fait, mais on parle aussi de plus en plus de volume à transporter. Donc on parlera peut-être de convois automatisés. À un moment donné, à la tête de ce convoi, il faudra aussi, pour respecter les règles de sécurité, sans doute des conducteurs haut niveau, peut-être des conducteurs exploitants, peut-être des exploitants conducteurs, je ne sais plus comment ça s'appellera, je ne sais pas comment ça s'appellera. Il n'y aura pas seulement la conduite, c'est ce que vous dites. Non, ça sera bien plus complexe et c'est maintenant qu'il faut le préparer. Alors, on n'a pas parlé du coût de ces évolutions, en fait.
On va repasser le micro à Taku. On parlait de l'évolution technique. Je pense que ça sera aussi des coûts supplémentaires par rapport à ces nouvelles technologies au pluriel. Oui, alors, effectivement, donc, il y a un surcoût qui est déjà donc, lié à l'électrification du véhicule, hein, effectivement, mais il y a aussi un changement d'usage qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire un véhicule électrique ne sera pas utilisé de la même manière, comme disait Fabrice. Effectivement, jusque-là, l'utilisation de véhicules thermiques n'avait pas besoin d'être planifiée autant que ce qu'on doit faire avec un véhicule électrique. Donc, effectivement, il y aura des coûts, des surcoûts qui sont liés à la technologie, mais il y aura aussi un autre usage qui permettra d'optimiser l'utilisation. Et c'est là qu'il faut essayer de trouver le business model, l'équation économique qui permettra de surmonter ce coût qui sera forcément plus élevé. Philippe Gache. Oui, je vais dans le sens de Taku. Aujourd'hui, les travaux qui ont été menés, ils sont vraiment, je l'ai cité un peu tout à l'heure sur les cas d'usage, c'est vraiment focalisé sur quelle est l'équation économique derrière. C'est de la techno qui va coûter cher. Elle n'apparaîtra que s'il y a un sens économique pour les entreprises. Si ça coûte 2 fois plus cher et que ça apporte pas une amélioration, ça ne se fera pas. Et après, la petite précision que je voulais apporter, attention, ne fantasmons pas, le véhicule autonome, il n'est pas là aujourd'hui, le véhicule automatisé, pour remplacer les chauffeurs. Comme ça, hop, on va mettre un camion autonome, il n'y aura plus de chauffeur. C'est le métier qui va évoluer, notamment l'expérimentation de Montpellier. On ne va pas supprimer le livreur, on va juste le recentrer sur l'action de livrer et non pas de faire des allers-retours entre le centre de distribution et le client final. Donc il faut pas faire d'amalgame entre les deux. Et après, le dernier petit point que je peux rajouter par rapport à l'optimisation, c'est que dans le cadre donc, de TBLA, le transport de biens et logistique automatisée, on travaille aussi sur comment standardiser les contenants, avec un groupe de travail qui s'appelle ULIS, donc Unité Logistique Intermodale Standardisée, qui vise à améliorer la logistique urbaine, évidemment au service de la robotisation, mais pas que, de manière à optimiser justement ces flux en ville en évitant les ruptures de charge sur la livraison du dernier mètre. Séverine Michaud, vous êtes d'accord pour l'évolution technique, notamment du matériel roulant, avec des coûts supplémentaires, mais des coûts partagés entre transporteurs, chargeurs, consommateurs? De toute façon, il n'y a pas d'autres alternatives. Le transporteur ne pourra pas supporter les surcoûts induits par les augmentations de prix d'achat des nouveaux matériels. Donc aujourd'hui, il faudra que ce soit partagé entre nos clients, nos chargeurs et le consommateur. C'est vrai que nous, transporteurs, on a un petit peu de mal avec la notion de, sur tout ce qui est e-commerce, livraison gratuite. Parce qu'une livraison, c'est pas gratuit. On n'est pas... Voilà, une livraison, c'est un coût et sera un coût... ce qu'on disait tout à l'heure, nos conducteurs doivent être aussi valorisés. Aujourd'hui, il y a bien longtemps qu'on n'a plus des conducteurs qui sont que des tourneurs de volant, mais qui sont vraiment, qui ont de réelles compétences, et ça va se voir de plus en plus dans l'avenir. Donc, on aura des gens de plus en plus valorisables, et puis du matériel aussi qu'il faut qu'on introduise dans nos coûts de revient. Donc, il faudra que ce soit partagé. Oui. Éric Bernard. Oui, je m'en rappelle très bien, on en avait parlé juste avant, ce transport gratuit qui nous hérissait les poils. Transport offert, il y avait quand même une petite évolution là-dessus, et ça c'était bien, parce que transport gratuit, ça n'existe pas. Et ça va être de moins en moins le cas, parce qu'effectivement, pour augmenter en technologie, les matériels qui s'annoncent vont être plus coûteux. Les compétences de nos conducteurs vont devoir évoluer, donc systématiquement, effectivement, le transport va faire partie légitimement de l'inflation que l'on vit actuellement. Donc il faut s'y préparer dès maintenant. Et tout le monde doit y participer, notamment les chargeurs. Exactement, ça c'est indispensable. Je dirais, à un moment donné, légitimement, les chargeurs doivent comprendre que le prix du transport a un coût. Fabrice Gachon, vous parliez notamment de véhicules électriques au sein de votre entreprise. C'est des surcoûts déjà, notamment dans la maintenance, dans l'entretien? Alors, sur la maintenance, non. Faut être honnête, un véhicule électrique, il y a très très peu de maintenance. Il n'y a pas tous ces fluides, vidanges, etc. à effectuer, donc c'est beaucoup plus simple pour l'utilisation. Par contre, à l'achat, j'oserais dire, une fois les remises réalisées, c'est du simple au double entre un véhicule thermique et un véhicule électrique. Donc à l'achat, c'est vraiment très important. À l'utilisation, on rattrape une petite partie de cet écart. Ça consomme, alors moi j'oserais dire, pour le voir en utilisation, ça consomme un peu plus de pneus
et ça consomme entre guillemets moins d'énergie. L'électricité pour l'instant est plus favorable en coût d'achat. Je voudrais juste rajouter, donc c'est un peu le concept de ce qu'on propose dans le modulo box, c'est-à-dire le fait de dissocier la superstructure et la base volante, ça permet aussi d'utiliser, ne pas surinvestir sur la base volante. Si on prend une base volante et un certain nombre de boîtes qui viennent se poser sur le véhicule, donc plutôt que d'investir sur beaucoup de bases volantes, on limite les investissements. Donc c'était ça en fait l'idée qu'il y avait derrière ce démonstrateur. Oui. Je voulais juste compléter, on a encore une inconnue aujourd'hui qui est le prix de ces énergies dans le futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas combien on va payer l'électricité, on va payer le gaz. Et plus cher déjà, actuellement, le gaz, l'électricité. Plus cher, exactement. Et de quelle façon on va être taxé aussi sur ces nouvelles énergies. Donc aujourd'hui, on n'a pas de lisibilité sur ces points-là. Hein. Et avec la suppression également du remboursement de la TICPE. Exactement. Il fait beaucoup de choses. Je pense qu'on peut faire confiance à l'imagination de Bercy pour nous taxer assez rapidement, malheureusement. On peut en parler des heures. Un mot de fin peut-être. On va commencer par Séverine. Le transport évolue. Vous adaptez, c'est dans l'ADN du transport, mais il faut avoir des aides. On est d'accord, notamment financières. Alors le transport a toujours évolué aujourd'hui très très vite. On est en train de vivre une petite révolution industrielle par la transition énergétique. Il faut juste qu'on nous laisse le temps de le faire avant de nous mettre des interdictions de partout. Comme le disait Eric, aujourd'hui, voilà, la consommation est là, on va transporter de plus en plus. Donc nous, on sait s'adapter, on veut s'adapter. On est transporteur, on est aussi citoyen. Donc on n'attend que ça. Et il faudrait qu'on nous aide à nous adapter ou qu'on nous laisse le temps de le faire, surtout. Et qu'on nous laisse travailler. Eric ? Très clairement, là, aujourd'hui, il faut valoriser. On a une image qui n'est pas obligatoirement notre avantage. C'est de faire toucher du doigt au grand public, aux chargeurs, que toute l'importance qu'a ce qu'est l'acteur du transport à faire fonctionner un pays correctement. Donc il faut qu'on mette en avant, et ça c'est le job de l'association, et il faut vraiment le faire avancer et partager tous les messages que l'on peut ensemble autour de la belle image que l'on a à représenter. Fabrice ? Oui, tout à fait, je rejoins ce qui vient d'être dit. Il faut que le consommateur comprenne que derrière le clic qu'il fait quand il commande, ce sont des hommes. Si on veut être dans un monde humain demain, il faut accepter que ce clic, il a un coût. Il y a des hommes qui vont travailler toute la nuit pour préparer le colis, pour le transporter et pour le livrer le lendemain matin. Donc il faut prendre ça en compte et il faut valoriser notre métier. Il faut que vraiment les gens le comprennent. Takou, une petite réaction par rapport à ce que disaient les transporteurs ? Par rapport à ça, en fait, nous, on pense que la logistique, c'est une affaire de plusieurs acteurs, plein d'acteurs différents. Et nous, on est juste un maillon, hein, on apporte donc le véhicule. Et de toute façon, le jour où on va solutionner avec un nouveau schéma logistique, ça sera un écosystème. Et donc, nous voudrions commencer à travailler en écosystème dès l'amont, de discuter avec tous les acteurs, toutes les parties prenantes. Et c'est ça qui va nous aider à trouver le bon schéma logistique de demain. Philippe ? Pour le mot de fin. Pour le mot de la fin, donc moi, ça sera plutôt sur la collaboration et la coopération. Donc, c'est l'ADN de Cara. Donc, forcément, je le porte haut et fort. Mais sur des sujets comme le véhicule autonome ou la logistique urbaine, c'est des sujets complexes, avec un nombre de compétences énormes à avoir autour de la table. Donc, le mot, c'est coopérons, collaborons et essayons de faire ensemble. Voilà. Merci en tout cas de votre présence. Et puis, bon salon en tout cas. Et merci à tous. Merci.